Prenons la mesure du son avec la Fondation pour l'audition, le premier podcast audio préventif qui interroge notre rapport au bruit, au son, à nos environnements du quotidien et nous permet de mieux prendre soin de notre santé auditive. Certains moments sont extraordinaires, ceux pour lesquels vous achetez une place à l'avance afin d'être certain de regarder jouer votre équipe favorite ou d'entendre chanter la voix que vous admirez depuis si longtemps. L'excitation, le sourire sont à leur paroxysme et c'est précisément à cet instant que l'on voudrait profiter sans arrière-pensée, sans avoir peur des bruits intempestifs et de la puissance des décibels. Comment se protéger au mieux en ces moments de joie ? C'est la question que nous allons poser au docteur Alain Landero, ORL à l'hôpital européen Georges Pompidou. Bonjour docteur. Bonjour. Voici le volume sonore entendu lors du festival Solidays cette année à Paris. Est-ce dangereux, docteur, d'être exposé à des bruits si importants ? Bien sûr que c'est dangereux. Le bruit est finalement un toxique comme un autre pour le système auditif, qui est un système extrêmement fragile, qui fonctionne grâce à des petites cellules qu'on appelle les cellules ciliées au fond de l'oreille interne. Et ces cellules ciliées ne sont pas très nombreuses, on en a quelques milliers qui nous font entendre du moment de la conception jusqu'à notre mort. Elles ne s'arrêtent jamais de fonctionner. Elles sont peu nombreuses et très fragiles. Les cils de ces cellules peuvent s'abîmer à la suite d'une exposition sonore et induire différentes pathologies. Une festivalière nous explique comment elle gère ce niveau sonore. Non, j'ai jamais souffert en fait dans une telle situation à des niveaux sonores trop élevés parce que en fait je fais des pauses de 30 minutes toutes les 2 heures pour mettre mon oreille au calme. Docteur, quel est le temps maximal d'exposition à ne pas dépasser pour éviter de dégrader notre audition ? Alors en fait, la réponse à cette question, qui est une excellente question, n'est pas triviale parce que ça dépend de l'intensité. Et l'intensité, elle est dépendante essentiellement de ce qu'on appelle l'énergie sonore. Et il faut savoir que l'énergie sonore, globalement, délivrée par une source, double chaque 10 décibels. Et donc finalement, ce qui compte, c'est l'intensité globale ressentie. Et cette intensité globale auquel on a droit, finalement, dépend de l'intensité et du temps d'exposition. La première marche de protection serait d'utiliser des bouchons d'oreille. Ici, on distribue justement des boules caisses, ce dont on parlait. Après, il y a des casques aussi anti-bruit, qui ne sont pas distribués ici, mais qu'on peut se procurer. On écoute une utilisatrice de bouchons. Alors en festival, de manière générale, je porte des filtres auditifs parce que ça bouche en fait surtout les basses qui sont plus intenses que les autres sons et ça protège mieux l'oreille interne. Le témoignage là n'est pas complètement correct. En fait, quand on met un bouchon dans ses oreilles, ce que ça fait essentiellement, c'est que ça enlève les fréquences aiguës. En fait, les fréquences graves, les basses, on les entend essentiellement par la vibration du corps. C'est même d'ailleurs pour ça que les personnes sourdes peuvent danser, parce qu'elles entendent la pulsation en fait de la musique par la vibration du sol avec les sons qui sont de très très basse fréquence. On les sent en fait. Tactilement. On les sent tactilement. Donc un bouchon, ça enlève les fréquences aiguës et ça laisse les fréquences graves qui n'ont pas une toxicité très importante pour l'oreille interne parce que les fréquences graves ont une fréquence de vibration qui est faible en fait. Et donc finalement, les fréquences les plus toxiques, c'est les fréquences aiguës. La festivalière n'était pas tout à fait au point. Est-ce que les bouchons d'oreille sont constamment mis à disposition du public ? Alors, c'est de plus en plus fréquent. Maintenant, il faut savoir que de façon également aussi importante, il existe une limitation de la diffusion du son dans les festivals ou autres salles de concert où on diffuse de la musique amplifiée. On n'a pas le droit de dépasser une valeur maximale qui est de 102,5 décibels. Et si cette valeur est atteinte, des limiteurs font descendre le niveau sonore. Parfois, on est soumis en plus à des gros bruits inattendus, comme par exemple de la corne de brume. Je suis assez sensible justement à ces genres de bruits un peu imprévus, le sursaut, la surprise en fait, surtout pour ça. Après, j'ai pas non plus de répercussions quand c'est spontané, ça va. Mais c'est vrai que c'est très désagréable. Comment faire si des douleurs surviennent pendant ces événements ? Alors en fait, la douleur n'est pas un très bon indicateur du risque de toxicité parce qu'on a une adaptation. C'est un peu comme pour la lumière du jour. Si on peut être vite ébloui si on vient du noir, mais si on est déjà dans la lumière, une lumière plus importante ne va pas nous agresser parce qu'on est adapté progressivement. Et le témoignage a été informatif, c'est que finalement un bruit très fort, très brutal, très, très soudain, va avoir un effet de saisissement beaucoup plus important que si on avait atteint ce même niveau avec une augmentation progressive, ce qui laisse la place à une certaine adaptation. On écoute une spectatrice des Solidays. J'ai déjà souffert, j'ai souvent des acouphènes après les gros concerts ou même des soirées en général. Qu'est-ce que les acouphènes ?
Est-ce irréversible pour les oreilles ? Non, tous les acouphènes ne sont pas permanents. La preuve, cette jeune femme dit « Je m'expose à un concert, j'ai un acouphène qui va survenir juste après le concert et ensuite la situation va se stabiliser. » Ça veut dire qu'elle a subi une agression sonore qui a abîmé un peu le système, irrité le système sans le léser. Une certaine dose de son va fatiguer l'audition, descendre temporairement la capacité auditive du sujet, puis ensuite le système qui a des capacités de régénération va se restructurer, retrouver son état antérieur et finalement l'acouphène va cesser. Mais ça prouve que le système a été irrité. Et par contre, parfois, le traumatisme est trop important. À ce moment-là, les cils ou le fonctionnement des cellules, parce que ce n'est pas qu'au niveau des cils que ça se passe, ou du nerf auditif est altéré, et à cette fois-ci de façon définitive, sans récupération possible, parce que on sait aujourd'hui que les cellules sensorielles et le système sensoriel auditif en périphérie n'a aucune capacité de régénération, même si des thérapeutiques sont tentées pour essayer justement de le forcer à se régénérer, mais pour l'instant, ça n'a pas été couronné de succès. Est-ce que les acouphènes impliquent une perte d'audition ? Alors, les acouphènes, d'abord, c'est la perception d'un son par le sujet sans qu'il existe une source extérieure. Ça n'est pas un bruit produit à l'extérieur de l'organisme qui fait que la personne entend un son. C'est l'intérieur de son corps qui va produire un son. Et dans la grande majorité des cas, les acouphènes, effectivement, font suite à une perte auditive. Et ce qui explique l'acouphène, c'est le fait que le cerveau est mal adapté à la perte auditive et que le cerveau va produire une sorte d'information de compensation qui est l'acouphène perçu par le patient. Il existe une perte auditive et l'acouphène est le reflet de cette perte auditive, quand bien même certaines personnes peuvent avoir une perte auditive et pas d'acouphène, ce qui veut dire que la perte auditive n'est pas la seule cause de l'acouphène. Il faut la perte auditive comme déclencheur et ensuite la mauvaise adaptation du cerveau à la situation de perte auditive qui provoque la perception de l'acouphène. On écoute une festivalière. Non, je ne porte pas de bouchons d'oreille. Pourquoi ? Parce que je les oublie. Je les ai oubliés aujourd'hui. Et qu'en soi, je ne pense pas que j'en ai le besoin. Je m'expose non plus pas. Je ne suis pas sous les caissons. Généralement, je suis assez loin. Ça dépend. Mais je ne reste pas très très longtemps généralement. Alors, comment se protéger si on oublie et si on n'a pas de bouchon d'oreille ? Il convient de faire exactement ce que fait cette jeune femme, c'est-à-dire ne pas se mettre trop près de la source, parce que plus on est loin de la source, et moins l'intensité est forte, et donc moins on prend de risques, et ensuite laisser du repos au système auditif. Et donc par exemple dans la musique, entre guillemets, normale, pas la musique compressée qu'on entend dans les formats MP3, dans tous les baladeurs et autres, parce que la musique là est toujours à un niveau extrêmement intense pour justement sauvegarder un peu de place sur le disque dur ou sur le système de diffusion de son et pouvoir stocker beaucoup de musique. Donc on lisse en mettant des sons toujours à un niveau très fort, et si c'est tout le temps très fort, le système ne se repose pas. C'est pareil dans un festival. Si on laisse ne serait-ce qu'un temps bref de repos entre les expositions, on a quand même plus de chances que le système ne s'abîme pas. Maintenant, il faudrait que cette jeune femme comprenne qu'il suffit d'une fois pour abîmer définitivement son système auditif. Quand elle dit « je ne prends pas trop de risques », elle prend quand même un risque. Et donc, mon conseil, ce serait de ne jamais oublier ses bouchons, parce que si elle les a dans sa poche, elle peut se protéger utilement. Donc on retient bien, j'allais vous poser la question, quels sont vos conseils pour les amateurs d'événements bruyants ? Vous avez dit faire des pauses, vous avez dit avoir des bouchons d'oreille dans sa poche, autre chose ? Et si possible que ces bouchons soient de bonne qualité, de façon à ce qu'il soit bien étanche, parce que si on laisse un petit peu d'air passer autour du bouchon, ça ne sert à rien, et que le filtre à l'intérieur du bouchon soit de bonne qualité pour qu'au moins on puisse profiter de la musique, c'est-à-dire qu'on n'ait pas à payer cher une salle de spectacle ou un concert en profitant que de façon extrêmement moyenne, parce qu'on est protégé avec une vulgaire boule de coton ou de cire qui n'a pas un effet de filtrage de l'information sonore de bonne qualité, alors qu'il existe des bouchons exprès pour ça. Merci beaucoup, Dr Landero. De rien. C'était Prenons la mesure du son, le premier podcast dédié à la santé auditive proposé par la Fondation pour l'audition. Et n'oubliez pas, pour mesurer les décibels autour de vous, il y a l'appli Aura, H-O-R-A, téléchargeable gratuitement.